l'idée de l'intelligence artificielle dans la science-fiction, ça vient au mythe de Golem. Donc, l'idée que l'homme crée une technologie qui le surpasse à un certain moment et qui se révolte contre lui, qui se retourne. Donc, ça, c'est un mythe très ancien. Pour le reste de la présentation, la définition que je prends, c'est un peu la définition avec laquelle on est plus ou moins confortable dans mon domaine. C'est une définition assez modeste de l'intelligence. Donc on parle d'agents intelligents. Ce sont des agents qui sont capables d'interagir avec un environnement. C'est un environnement dynamique, parce que si ce n'est pas dynamique, on peut les coder tout de suite et c'est bon. Et donc, ils sont capables d'interagir, et ils sont capables d'interagir d'une manière un peu plus avancée que juste un agent déterministe comme celui d'un homme. Donc, il est capable d'apprendre, et il est capable d'apprendre et donc d'adapter son comportement en suivant une mesure de performance. Tout ça, c'est assez abstrait, mais ça donne déjà les éléments. Il y a un environnement duquel on extrait des données. On a une fonction de performance qu'on essaye à optimiser, ça peut être plein de choses. Et il y a des actions qui se prennent. Et après ces actions, il y a un retour, que c'est ces loops qui permet, c'est ce feedback qui permet d'adapter et de créer quelque sorte d'apprentissage d'intelligence. D'intelligence, sans s'entrer trop dans la discussion sur la conscience, sur plein d'aspects plutôt de la philosophie ou de la psychologie. Donc en fait, l'apprentissage, ça revient. Au fond, les machines apprennent comment? On a parlé pas mal, on a parlé de deep learning, on a parlé d'apprentissage supervisé, non supervisé, etc. Là, je ne vais pas entrer dans les détails. Quand on regarde les techniques mathématiques, les techniques statistiques, les idées fortes qui sont en arrière de ces aspects, de ces tâches et de ces catégories, en fait, on se rend compte que ce ne sont pas nouvelles. Bien sûr, il y a eu des améliorations, mais ce ne sont pas nouvelles. Parfois, ils viennent des années 50, parfois des années 50, 60, parfois même avant, donc au début du siècle, et parfois même, voilà, ça fait 2 siècles qu'on parle de ça. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'on parle maintenant? Pourquoi toutes ces hypes maintenant autour de l'intelligence artificielle sur des choses que même les réseaux de neurones viennent des années 50? Ce qui est nouveau, c'est l'échelle à laquelle on peut faire tourner ce type de technique. Et ça, c'est important, parce que c'est exactement ça, ce qui a permis de surmonter, on va dire, la dernière dépression, ce qu'on appelle parfois les cyber de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle a connu d'allées et des retours assez marqués, en partie parce qu'on a des fantasmes sur l'intelligence artificielle, et après on se rend compte que la performance des algorithmes n'est pas à l'auteur de ce que l'on s'attendait, donc ça génère une certaine dépression et un hiver. Voilà, on a eu un hiver aux années 70 et on a eu un deuxième hiver dans la deuxième moitié, je pense que c'était des années 80. Et en fait, on est sorti de là parce que, voilà, on a été capable de faire tourner ce type de technique à une échelle qui n'était pas connue avant. Donc ça, les graphiques montrent un peu la montée en puissance de la datasphère, donc de l'ensemble de données qui sont disponibles dans le monde. Il y a une partie de statistiques et il y a une partie de prédiction. Et ces montées en puissance, ces montées en capacité, en fait, ça revient à, ça c'est dû à la progression technologique, ce qu'on appelle parfois la loi de Moore. Juste la constatation qu'il y a quelque chose qui se passe par rapport au développement technologique qui permet de dire que, bon, en fait, chaque 2 années, plus ou moins, on voit qu'on est capable de doubler la capacité de calcul de nos microprocesseurs. Donc ça revient un peu au nombre de transistors que l'on peut mettre dans la même surface. Voilà, donc chaque 2 années, on peut doubler le nombre de transistors que l'on peut mettre. Donc ça veut dire que dans les mêmes machines, dans la même surface, on est capable de faire beaucoup plus de calculs par seconde. Donc on peut aller beaucoup plus vite. Ou bien, on peut garder la même capacité de calcul dans des dispositifs toujours plus petits. Et en fait, ces 2 possibilités de progression, le fait que sur un ordinateur comme ça, on peut augmenter la capacité de calcul et si on garde la capacité de calcul, on peut réduire la taille. En fait, ça explique les 2 branches de la fin. Ça explique un peu la montée de l'Internet des objets
donc de l'IoT. Ça consiste à dire on a maintenant des things, des objets qui sont comme ça, mais qui ont une puissance de calcul bien plus grande que des ordinateurs grands comme cette salle il y a 40 ans. Voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que à la même taille, on va dire, on est capable d'une capacité de calcul qui permet de traiter des quantités énormes de données. Donc ça change la donne, parce que ça permet d'utiliser toutes les techniques qu'on a vues avant et les développer à une échelle qui n'était pas connue, qui n'était pas possible il y a 30 ans. Qu'est-ce qui se passe quand on connecte les systèmes intelligents? Parce que c'est ça ce qui fait la vraie puissance. Donc, première observation, en fait, ça c'est pas tout à fait juste, mais ça donne un peu l'idée. Dans pas mal de cas, quand on parle de systèmes intelligents connectés, ces systèmes sont intelligents parce qu'ils sont connectés. C'est-à-dire, si on les déconnecte, ça n'est rien. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des données collectées, ce qui fait que le système soit capable de dire quelque chose d'intéressant. Donc, on change un peu la finesse dans l'algorithme pour la force brute dans les données, ce qui se passe avec tout ce qui touche Internet. Ça, c'est le premier aspect. Ça marche très bien pour pas mal de cas et pour pas mal d'objectifs. Le deuxième aspect, c'est un peu la contrepartie. C'est très bien, mais alors on est intelligent comme les réseaux sur lesquels on travaille. C'est-à-dire, la puissance, mais aussi la robustesse, la performance en général de ces systèmes super intelligents, en fait, est limitée par des technologies qui ne sont pas tellement sexy, qui en fait, dans ces cas-là, c'est l'Internet, donc voilà, ce sont des câbles comme ça, il n'y a rien de plus physique que ça. Et ça veut dire qu'en fait, toutes les vulnérabilités qui sont associées à ces technologies, underlying technologies, en fait, on les hérite. C'est-à-dire, on n'est pas au-dessus de ça, c'est tout à l'inverse. Et là, c'est difficile. Alors, ça, c'est important de le dire parce que parfois, on imagine, on se met à croire qu'en fait, on a débordé, on a surmonté toutes ces difficultés-là. Non, en fait, au moment où l'on fait reposer l'intelligence sur le fait qu'on est connecté, alors on dépend de tout ce qui fait que l'on est connecté. Et là, ce sont pas mal de fragilités. Dans les cas du système intelligent, on peut mentionner 3 grandes technologies. La première, c'est l'Internet. C'est très bien, comme je disais tout à l'heure. L'Internet, c'est très bien, mais c'est une vieille dame maintenant, 40, 50 ans. Ce n'était pas conçu comme une infrastructure tellement critique. Alors, ce n'était pas conçu pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, ce qui veut dire que elle n'a pas été désignée avec cette sécurité en tête. Donc, quand on regarde les protocoles, quand on regarde la base physique de l'Internet, on se rend compte qu'il y a pas mal de vulnérabilités et de problèmes potentiels qu'on devrait tenir compte si on utilise l'Internet, si on fait dépendre pas mal de services intelligents de cet Internet-là. Deuxième aspect qui a été aussi mentionné, donc je ne vais pas insister là-dessus, c'est pareil pour l'IoT. C'est pareil pour l'Internet des objets, pour tous ces types de services qui sont développés, créés dans un cadre de l'innovation, etc. L'objectif prioritaire, ce n'est pas la sécurité, ce sont d'autres. C'est d'avoir des applications qui marchent, c'est de créer de nouveaux services, c'est de créer des abonnements, je ne sais pas. Mais ce n'est pas la sécurité. C'est-à-dire qu'avant ou après, il faudra se poser la question. Troisième aspect, les data centers, donc les données qu'on collecte, ils montent jusqu'à des farms de serveurs, de centres de données énormes sur Internet. Et c'est là ce qui se passe, une partie importante, pas toute l'intelligence forcément, mais une partie importante de l'intelligence. C'est très bien, ça permet de faire plein de choses parce qu'on agrège énormément de données. Le problème, c'est qu'on risque de tout perdre si jamais il y a un problème sur un de ces centres de données. Si jamais il y a un problème sur la connectivité, que ce soit sur les réseaux ou que ce soit sur le data center. Et là encore, on peut trouver pas mal d'exemples de ça qui étonnent quand on les voit. En fait, ça c'est juste une information par rapport à un outage de Google qui a affecté de ce smartphone. Donc, rien de trop rare, en principe, ça arrive parfois. Les serveurs de Google, on était en panne pendant quelques heures. Donc du coup, les services Google, c'est-à-dire Google, YouTube, machin, n'étaient pas accessibles. Jusqu'ici, c'est ce que l'on se peut attendre. C'est qu'on ne peut pas s'attendre, ou on ne s'attend pas forcément, c'est que les dispositifs qu'on a chez nous, qui sont
de dispositifs smart home, qui sont des thermostats, qui sont des caméras vidéo, qui sont d'outils de surveillance des enfants, etc., qui sont des rideaux connectés, je sais pas, qui a priori n'ont pas besoin de se connecter à Internet. En fait, ils ne fonctionnent plus parce qu'il y a quelque chose qui s'est cassé sur Internet. Donc là, ça pourrait devenir un vrai risque. Et là, on parle de... Ça c'est une panne. On ne parle même pas de guerre ou des attaques malveillantes qui arrivent aussi. Là, il y a un compromis qu'il est important de tenir en tête entre les bénéfices, les avantages d'avoir un tout connecté, des systèmes intelligents et connectés partout, et les vulnérabilités qu'on est en train d'hériter aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Bon, a priori, la seule chose qui me vient à la tête, c'est de garder l'idée que pour chaque nouveau service, pour chaque smart service qu'on est en train de développer, il faut garder en tête que ce smart service devrait être capable d'être un dark service. Donc, il devrait être capable de revenir sur un état qui assure les fonctionnalités minimales qui étaient assurées dans des versions antérieures et plus primitives du même dispositif. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce que dans les hypes, on a toujours tendance à croire que le nouveau est toujours mieux. Et si c'est connecté, est toujours mieux. Bon, ça dépend. Dernière chose, là c'est un exemple. En fait, c'est pire que ça. Au moment où l'on est en train de mettre des millions et des millions, ou des billions, des milliards en fait, des objets connectés sur Internet, c'est pas qu'ils puissent être, c'est pas que tous ces objets-là pourraient devenir la cible des attaques de cybersécurité, parce qu'en fait, on hérite les risques qui sont inhérents à l'Internet. C'est que toutes ces ressources-là pourraient être utilisées comme des agents d'attaque de cybersécurité aussi. Il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de risques aussi dans l'intelligence artificielle. Ils ne sont pas forcément là où l'on s'attend, donc il y a tous les fantasmes d'un côté, et il y a des risques moins sexy, mais plus réels, j'ai envie de dire, de l'autre côté. L'intelligence en pratique, pour ce qui me concerne, dans mon domaine, en tout cas, ça à voir, c'est relativement simple, c'est la capacité d'interaction avec l'environnement et l'adaptation. Donc du coup, ça fait qu'en fait, on parle des données. Ce qui est crucial ici, et là je répète, ce sont les données. Et les données ne veulent pas juste dire des données brutes, ça veut dire les formatages des données, qu'est-ce qu'on décide est relevant de décrire de l'environnement, et comment on le passe, et qu'est-ce qu'on demande au système automatique, au système intelligent, d'optimiser pour nous. Parce que c'est ça ce qu'ils savent faire. Voilà, ça c'était les premiers commentaires. Et le deuxième commentaire, et je termine là, c'est très bien de construire de l'intelligence collective en s'appuyant sur des technologies antérieures, notamment les enabling technologies, l'Internet, etc. Faut-il encore être conscient des vulnérabilités que ça implique? Et au moment où l'on est capable d'intégrer ça, là, on sera capable d'avancer vers de dispositifs et de sociétés plus connectées, plus intelligentes et plus robustes aussi, ce qui n'est pas garanti dans les démarches actuelles.